Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, la cloche a sonné dans toutes les écoles du Sénégal. Une rentrée scolaire dans un contexte où plusieurs établissements sont encore inondés. Nous ferons le point à Dakar et en région. La directrice générale du groupe des médias inhumée cet après-midi au cimetière de Yoff. Les Sénégalais se sont réveillés avec l'annonce du décès de Momy Seck Gueye. Et puis Octobre Rose, comment les hommes accompagnent leurs femmes malades. Vous le verrez, le cancer d'une femme est une plaie dans le cœur de son mari. Reportage et témoignages à suivre. Mais d'abord, un grave accident s'est produit vers Kidira. Un camion s'est renversé sur la chaussée. Le bilan est de 1 mort et de 3 blessés graves. Ibrahima Diabakhate. Un accident d'une rare violence s'est produit à 20 km à l'est de la commune de Goudiri sur la route nationale numéro 1 à hauteur du village de Gourel Sambaramata. Un camion qui transportait des bœufs en provenance du Mali s'est renversé. Le bilan est lourd. Il fait état d'un mort et de 3 blessés graves, tous originaires de Bambey. Dem la départ Mali vers 15h. Tay biñu gëna fi ay 10h lañu def sopp quoi camion bi mo daanu. Amna giti de ak sama rak bi sambi tam perte ñak bakanam. Ñala ko yalla xara ko adina. Ils convoyaient ces animaux à destination de leur localité. Des témoignages recueillis sur place font état d'une fausse manœuvre de la part du chauffeur qui serait à l'origine de cet accident mortel. Bi may aksi virage ci la nelaw bi kefé. Ci la auto bi continuer quoi. Du wacce ma tourner waat ko fekk nak yi xam nga dañu dem ben côté. Mo Les 3 blessés graves ont été admis au centre de santé de Goudiri pour les premiers soins. Une enquête a été ouverte par les éléments de la brigade de gendarmerie territoriale de Goudiri. Merci vraiment. Et puis les Sénégalais se sont réveillés avec l'annonce du décès de Momy Seck Gueye. La directrice générale du groupe des médias a été inhumée cet après-midi au cimetière musulman de Yoff. Mamadou Fall. Ils sont nombreux à assister à la levée du corps de Momy Seck, épouse de Bougane Gueye Dany. Une triste nouvelle qui affecte amis, parents, alliés. Pour beaucoup, Momy est généreuse, affable. Yàlla na ko fi mu jëm gënal fi mu jógee yàlla na rëccu lépp lu mu doon def ci àdduna. ma yeewu fajar rek yem ci julli fajar ba pare yem ci mu doon tiis woo xamante ni wax dëgg yàlla ça m'a tellement choqué mais dañuy sant yàlla ndax yàlla moom bu soxlaa rek jaam day ñàkk vraiment dem na à la fleur de l'âge demee na ndaw. Les acteurs politiques ont tenu eux aussi à apporter tout leur soutien à Bougane Gueye Dany, attristé par le décès de son épouse. Une grande tristesse parce que c'est une disparition soudaine et prématurée. Et nous avons tenu quand même à être à côté de notre ami et camarade Bougane Gueye Dany pour lui exprimer toute notre solidarité et lui montrer qu'en ces circonstances difficiles, il pourra toujours compter sur nous parce qu'on sera à ses côtés. Et nous prions effectivement pour le repos de l'âme de notre épouse et bien-aimée Momy Seck, et nous présentons également à toute la famille nos condoléances les plus sincères, y compris effectivement son frère Wally Seck. Momy Seck est inhumé au cimetière musulman de Yoff. Que le bon Dieu l'accueille au paradis. L'autre grand titre de cette édition, la cloche a sonné dans tous les établissements du Sénégal, début de l'année scolaire, par une cérémonie de levée des couleurs au lycée Kennedy de Dakar. Les autorités ont insisté sur les valeurs civiques pour une année scolaire apaisée et réussie. Sorna Studiousar. Cérémonie solennelle de levée de couleurs à l'occasion de la rentrée. Comme à l'accoutumée, l'hymne national du Sénégal donne le ton. Cette année, le CM Bion Fitzgerald Kennedy est à l'honneur. Le gouverneur de Dakar et la communauté éducative ont saisi cette occasion pour mettre le curseur sur le civisme et la citoyenneté. Nous avons choisi de démarrer par la levée des couleurs pour insister sur le civisme, la citoyenneté, la discipline, la correction.
j'ai voulu servir en exemple ces hommes et ces femmes qui évoluent dans l'armée et qui, partout où ils passent, forcent le respect et l'admiration. Le président des parents d'élèves du CEM Kennedy lance un appel à tous les acteurs pour une année scolaire paisible. Nos attentes, c'est d'avoir une année apaisée, une bonne rentrée scolaire, donc respecter le quantum horaire. C'est vrai que nous allons vers une année qui peut être très tumultueuse avec les élections, mais nous pensons qu'avec l'administration, avec l'État, avec le corps enseignant et les parents d'élèves, nous pourrons avoir une année apaisée. Et c'est le but de la rencontre d'aujourd'hui, pour plus poser les populations vers la citoyenneté. Le gouvernement scolaire a aussi voix au chapitre. La présidente exhorte ses camarades à redoubler d'efforts pour performer dans les études. Je leur demande de redoubler d'efforts, de bien travailler. C'est une année scolaire difficile, mais on peut battre ça. Pour qu'ils respectent aussi le drapeau national, qu'ils respectent aussi toutes les autorités de l'armée et tout le monde. C'est le début de l'année scolaire sur toute l'étendue du territoire. Au CEM Kennedy, le slogan Obitay Jangtay n'est pas encore une réalité. Les élèves sont certes présents, mais aucun professeur dans les salles de classe. Rentrée des classes dans un contexte où de l'eau de pluie stagne encore dans plusieurs établissements. Dans la banlieue de Dakar, par exemple, illustration au lycée Djahaï, mais aussi à l'école 5 de Keur Massar. C'est un reportage de Habib Faye. Obitay Jangtay, ce concept n'est pas d'actualité dans certains établissements à Keur Massar. Dans cette partie de la banlieue, précisément au CEM Djahaï, il est impossible pour les élèves d'accéder dans les salles de classe. Les eaux de pluie campent le décor au grand regret de ces potaches. Non, nous ne sommes pas prêts à apprendre dans ces conditions-là, vraiment. Nous nous sommes battus depuis l'année dernière jusqu'à aujourd'hui. Et il y a nos grands frères et nos grandes sœurs qui se sont battus il y a beaucoup d'années. Ce lycée, dans son état-là, il est indigne de son nom. Le lycée Plan Djahaï, en ce moment, son état est défavorable. Et nous ne sommes pas prêts à étudier dans ces conditions. Il y en a même des reptiles ici, on ne sait pas trop, voilà. L'école est dans un état bon, voilà. Non, nous ne pouvons pas être dans de bonnes conditions, dans l'apprentissage, dans ces conditions-là. Les parents d'élèves s'inquiètent de la situation. Mais ils nous ont laissés en rade. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire. Nos autorités doivent aider la population de Djahaï. Ce lycée a beaucoup d'élèves, plus de 2000. Pendant l'hivernage, on a des problèmes. Les élèves ne font pas cours. Aujourd'hui, c'est la rentrée, mais regardez le lycée comment il est. C'est pas bon. L'État est défectueux. Une situation que déplorent les professeurs qui ne peuvent dispenser des cours dans ces conditions. Ce sont ces salles de classe qui sont presque impraticables parce qu'envahies par les eaux nauséabondes de la cour. C'est ce lycée-là où les élèves ont un problème de cours. 2000 élèves dans un espace qui n'a pas de cours, qui n'a que de couloirs et de classes. Est-ce que cela c'est possible? Voilà le problème de ce lycée. Le démarrage de cours dans cette situation-là, ça sera très difficile. Et risqué d'ailleurs. Parce que le problème qu'on a enduré l'année dernière, ce sont des élèves qui souffrent de pathologies pulmonaires comme l'asthme, qui tombaient constamment en crise et qui perturbaient les cours. Du lycée Djahaï à l'école unité 5 de Keur Massar, les inondations plombent la rentrée scolaire. À cela s'ajoute l'insécurité qui inquiète les parents d'élèves. Il faut qu'ils viennent faire cours et nous ne voulons pas que nos enfants traînent dans la rue. C'est l'État qui doit nous aider d'un côté. Cet établissement n'a pas de mur de clôture et souvent nous sommes confrontés à des problèmes d'insécurité. Le directeur, pour sa part, n'a pas voulu se prononcer sur la situation de son établissement qui, sans mur de clôture. La rentrée est loin d'être effective dans ces écoles de Keur Massar. L'hivernage a causé beaucoup de dégâts dans ces structures. Élèves et professeurs ignorent la date de démarrage des cours.
À Saint-Louis du Sénégal, les cours ont démarré, mais certains élèves n'ont pas répondu à l'appel, d'où l'inquiétude de l'inspecteur d'académie, Ousseynou Diop Abusek. À Saint-Louis, l'ouverture des classes est effective dans certaines écoles. À l'école Cheikh Touré de Gendar, les cours ont bien démarré. Au lycée technique également, les élèves ont répondu à l'appel. Ici, les élèves de terminale S ont démarré les cours. Non, on n'a pas de problème. Oui, on a démarré les cours normalement avec les profs et tout s'est bien passé. Ça s'est bien passé, les cours ont commencé, tout se passe bien. Et certains profs sont là. Dans la salle des professeurs, la réunion matinale a démarré depuis 8 heures. Dans cet établissement, les professeurs attendent le reste des élèves d'ici lundi pour le démarrage effectif des cours. Nous, par exemple, les élèves normalement aujourd'hui devraient être là. Maintenant, le lundi, les cours vont démarrer systématiquement. Les cours démarrent définitivement le lundi. Et même, il faut reconnaître, avec les classes de première et terminale, ils ont démarré les cours depuis le mois d'août, depuis le 28. Oui, ils ont démarré avec les classes de première et les classes de terminale. L'inspecteur d'académie a profité de cette tournée organisée par l'autorité régionale pour appeler les parents d'élèves à prendre leurs responsabilités. Et des recommandations, le gouverneur a fait des recommandations pour qu'ils puissent mobiliser davantage afin que la présence des élèves soit totalement effective. Si on n'atteint pas 100%, au moins que tous les cours puissent démarrer. Les cours ont démarré dans beaucoup d'écoles de la région, mais dans beaucoup d'établissements, on peut noter une forte absence des élèves. Merci Ousseynou. Comme à Diakha et à Kermassar 5, comme à l'école Kermassar 5, à Kaolack, ce sont les inondations qui risquent de plomber l'ouverture des classes et l'effectivité de cette rentrée. Voyons tout cela avec Ousmane Deb. À l'école Guédel Mbouch, après des mois de vacances, les enseignants se retrouvent avec leurs élèves. Vraiment, nous sentons un grand plaisir, une grande joie de retrouver nos collègues après quelques mois d'absence, de vacances, de congés. Les autres étaient présents, ils étaient très joyeux, très enthousiastes de retrouver l'école, leurs camarades et leurs anciens maîtres. Dans cette école, toutes les conditions sont réunies pour bien démarrer les enseignements-apprentissages. Voilà, donc on est en train de faire des débats depuis quelques jours, mais je pense que ça a été fait et vraiment ça a été bien fait. Maintenant, l'UCG va passer demain, Inch'Allah, pour enlever les ordures et là, la cour sera vraiment praticable. Même les civils aussi nous a appelé pour dire que le maire les a appuyés en produits et demain, ils passeront pour vraiment désinfecter les salles, permettre une bonne rentrée et que les élèves soient dans les bonnes conditions pour commencer les enseignements-apprentissages. À l'école Tanordien de Passoir Ndorong, malgré la détermination du corps enseignant, des difficultés liées aux inondations demeurent une préoccupation. Nous avons aussi sollicité quelques bonnes volontés qui nous ont aidés avec des charges de sable pour pouvoir un peu remblayer la cour et l'accès aux toilettes pour les élèves et les enseignants. Donc dans l'ensemble, ce n'est jamais facile, mais nous sommes habitués à cette situation. Chaque année, l'école est inondée parce que c'est le milieu. C'est pour cette raison qu'il sollicite des canalisations dans cette école. La solution, elle est unique, hein. Nous savons tous, les habitants du quartier le savent, j'espère que aussi les autorités municipales le savent, c'est l'assainissement de ce quartier. Parce qu'il y a une partie du quartier qui est assainie, mais la cour de l'école, nous devons essayer de canaliser ça, c'est-à-dire d'avoir une canalisation. Cette situation qui prévaut à l'école élémentaire Tanordien de Passoir Ndorong inquiète tout le quartier. Sadio, dans le département de Mbaké, le collectif Une classe de seconde d'art composé d'élèves de mouvement citoyen de l'amicale des élèves et étudiants ressortissants de cette localité était dans les rues ce matin, jour de rentrée des classes. En plus de réclamer de meilleures conditions, ils exigent l'érection d'un lycée. Voici leur porte-parole avec Pape Balakay. Jusqu'à présent, Sadio, qui est la troisième grande commune du département de Mbaké, ne dispose pas de classe de seconde. Avec presque 30 000 âmes, 13 écoles élémentaires fonctionnelles et un SEM, Sadio devrait quand même avoir un lycée qui pourra accueillir les admis au BFM. Il faut noter aussi qu'après le BFM, nos élèves confrontent à d'énormes difficultés pour continuer leurs études secondaires ailleurs, comme à Taïf ou à Gassan, voire même à Koloban. À la veille de chaque rentrée des classes, les parents perdent complètement la quiétude devant l'équation de trouver des tuteurs
pour leurs enfants. Ceux qui ont des filles, j'en en parle même pas. Comment peut-on concevoir? Nous dit-on que Sadio est proche de Taïf, donc nous ne devons pas avoir de lycée. Croyez que ça c'est sérieux. C'est ainsi que le collectif Une classe de seconde Dardar a vu le jour pour non seulement réclamer mais exiger la création d'une classe de seconde immédiatement sans attendre l'année prochaine. Il est non seulement également décidé de boycotter les inscriptions administratives dans toutes les écoles de la commune, mais aussi la non-reprise de l'année scolaire de Sadio. Donc, on peut dire que les élèves de Sadio, de la commune de Sadio, continuent les vacances tant qu'on n'aura pas 2 classes de seconde, série S et série L. Parlons de l'enseignement supérieur. Les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar veulent retrouver la chaleur des amphithéâtres. Vous le savez, l'université fermée depuis les événements de juin 2023. Les cours en présentiel stoppés. L'académie, le conseil académique va statuer ce vendredi. Écoutons Modou Diagne, membre du collectif des amicales de l'UCAD, avec Fatou Bintou Conté. Les événements douloureux du mois de juin, les autorités, à savoir le conseil académique, avaient été contraintes de fermer les portes de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. 4 mois après, je pense qu'il est temps que rouvre l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Bien sûr, parce que les autorités doivent penser à l'avenir de ces étudiants-là. Ces étudiants qui sont soucieux de leur avenir, bien sûr. Parce que quoi que l'on puisse dire, actuellement, c'est le calendrier politique qui veut prédominer sur le pédagogique. Et ça, nous, étudiants, on ne va pas l'accepter. L'autre grand titre de cette édition, le cancer d'une épouse est une plaie dans le cœur de son mari. Nombre de femmes qui souffrent de la maladie partagent la douleur avec leurs époux. Demba Diallo en a fait l'amère expérience. Il raconte sa douloureuse meurtrissure à Abdoulaye Diallo. Demba Diallo porte le poids lourd de devoir vivre désormais sans sa femme, décédée d'un cancer du sang au mois de mars dernier. Il se remémore les fautes de leur mariage célébré en 2021. 2 émotions m'envahissent. D'abord, le souvenir des moments heureux de notre mariage, suivi d'un profond regret pour sa perte. La maladie de sa femme a été diagnostiquée alors qu'elle était enceinte. Une grossesse qui a abouti à la naissance d'un bébé qui n'a presque pas eu la chance de goûter à la vie. Ainsi, la maladie l'a rongé jusqu'à son décès. En fin de compte, il a dû subir une opération car le cancer avait atteint tout le sang. Ensuite, les médecins ont procédé à un scanner, mais sa condition restait instable. Elle a passé 15 jours dans un coma, ne faisant que dormir. Même lorsqu'elle s'est réveillée, sa santé demeurait fragile. Et la situation était extrêmement dure pour elle. On avait prévu une IRM, mais un jour, les médecins nous ont informé qu'il était préférable qu'elle rentre chez elle pour se reposer, car la charge de soins devenait trop lourde et il ne lui restait que peu de temps. Malheureusement, quelques jours seulement après son retour à la maison, elle nous a quittés. Pour Demba Diallo, le cancer du sein affecte les hommes au même titre que les femmes. Les femmes sont certes épuisées, mais pour moi, les hommes le sont encore davantage, car la responsabilité de prendre soin de sa femme est très lourde. On est plus libre, car on doit constamment être présent pour résoudre leurs problèmes. Nous devons aussi puiser notre force, notre énergie et nos ressources financières. Demba essaie de reconstruire sa vie en reprenant son activité professionnelle, mais il sait que la vie
ne sera plus jamais comme avant. Et la Ligue contre le cancer a démarré sa campagne d'information ce jeudi avec comme thème prévention du cancer. C'est le moment de faire la différence. Une campagne avec comme objectif de subventionner 2000 bons de subvention, 2000 bons de mammographie et le dépistage de plusieurs femmes. Fatou Bintou Conté. Dans le cadre d'Octobre Rose, la LISCA, Ligue sénégalaise contre le cancer, entame sa 14e campagne d'information. Le thème de cette année, prévention du cancer, c'est le moment de faire la différence. Nous avons débuté cette campagne depuis le 1er octobre. C'est un moment de sensibilisation pour qu'on puisse impacter beaucoup plus de populations féminines et que nous faisons appel à toutes les femmes qui sont âgées à partir de 40 ans à venir se dépister. Parce que ce cancer vu tôt peut être guéri dans 90% des cas. Comme à notre 4e jour de consultation, nous avons des cas de cancer détectés au niveau de la Ligue. Des femmes qui viennent avec de volumineuses tumeurs, qui ont commencé à faire des métastases. C'est ce que nous ne voulons plus. Quand on sait que le cancer tue au Sénégal, surtout chez les femmes. C'est le cancer du col qui tue beaucoup plus que le cancer du sein. Le cancer du sein étant le 2e en termes de prévalence et de mortalité. 1817 nouveaux cas, 951 décès par an. C'est énorme. Et ça touche ce que nous avons constaté, que ça touche des femmes de plus en plus jeunes. C'est ainsi que la LISCA se donne pour objectif de subventionner des bons de mammographie durant tout ce mois. Nous allons toujours, parce que subventionner 2000 bons, nous allons examiner 10 000 femmes. Et parmi les femmes que nous allons examiner, si nous trouvons des lésions, nous leur offrons gratuitement le bon de mammographie. Et nous allons les accompagner dans le diagnostic. Et en cela, elle est aidée par la société Dubai Paul World qui, depuis 2016, a injecté 150 millions de francs CFA pour la lutte contre le cancer au Sénégal. Le partenariat, c'est depuis 2016-2017 que nous avons vraiment commencé à financer les formations et les journées de dépistage. Nous en sommes aujourd'hui à plus de 150 millions déjà investis. Et c'est un programme, en fait, aujourd'hui, qui veut sillonner tous les districts sanitaires du Sénégal. Un plaidoyer est lancé par la LISCA pour la construction d'une maison de vie pour aider les malades venus des contrées lointaines. Revue annuelle de la feuille de route du secteur de l'électricité, les réformes et le transport réalisent des avancées notoires, sauf que le financement est encore faible. C'est le bilan fait par les différents acteurs du secteur, compte rendu d'Issa Prera. L'objectif de la stratégie électricité à l'horizon 2035 est d'avoir plus d'électricité à moindre coût pour le consommateur. Après 3 ans d'exécution, on fait le bilan. Au niveau du projet réforme, pratiquement nous sommes à 80-85% d'exécution de tout ce qui était prévu. Maintenant, au niveau du projet transport, on est à un niveau d'engagement de 94%, mais avec un niveau d'exécution financière qui tourne autour de 4-5%. Au niveau du projet accès aussi, je pense qu'on a réalisé toutes les études de conception. Nous allons vers le début de la réalisation en 2024. Contrôler, évaluer et ajuster, c'est ce à quoi cette deuxième revue doit s'atteler. Objectif, transformer profondément le secteur de l'électricité. Nous avons l'obligation, à travers bien sûr le gouvernement du Sénégal, de faire la revue de cette feuille de route, de voir par rapport au plan d'action qui a été fixé, où est-ce que nous en sommes, quels sont les challenges, quelle est aujourd'hui la position des parties prenantes du secteur par rapport à cette feuille de route, pour faire tous les ajustements nécessaires qui feront qu'à terme de ce compact, au terme de ce compact, les impacts qui sont attendus, notamment vis-à-vis de la réduction de la pauvreté et par la croissance économique, que l'ensemble de ces objectifs soient atteints. 600 millions de dollars, c'est le montant global du financement de cette stratégie électricité 2035, un programme financé en majeure partie par le Millennium Challenge Corporation.
On en vient à notre rubrique Les bonnes feuilles de la rédaction. On s'intéresse à l'ouvrage coécrit par Alioune Ndiaye, Souleymane Yoro et Marguerite Ndiaye Fall. Le livre intitulé La qualité des enseignements, apprentissage dans la case des tout-petits. Note de lecture, Yves Diouf. Un ouvrage fruit d'un travail de recherche sur l'environnement de l'enseignement, apprentissage dans la case des tout-petits, une production qui est l'œuvre d'éminents intellectuels. Nous l'avons édité avec Souleymane Yoro, qui est formateur au niveau donc de l'école normale supérieure devenue FASTEF. Il fallait opérationnaliser véritablement ce concept de la case des tout-petits. Donc il nous a fallu faire cette recension littéraire pour revisiter un peu les penseurs qui ont eu à travailler sur ces questions, pour ne pas réinventer la roue. Dans cette coproduction, les auteurs abordent la question de l'enseignement dans la case des tout-petits autour de contextes de l'éducation socioculturelle et éducatif. Il a fallu voir un peu les cloisons qu'on devait avoir aussi à l'intérieur de ces cases, où on devait avoir une petite section, une moyenne section et une grande section. Et pour voir aussi la qualité des enseignements qu'on déroulait dans ces structures, nous avons eu à cibler 4 disciplines. Le langage, la psychomotricité, le conte et l'éducation musicale, qui sont des disciplines où souvent, soit on les mène en groupe, ou c'est des disciplines où on mène l'activité, ou c'est des activités semi-groupales. Dans ce livre, leurs propos conclusifs sont axés sur les propositions et les recommandations pour une meilleure appropriation de la case des tout-petits au Sénégal. Dans ce contexte où véritablement nous devons booster le taux de préscolarisation, il nous faut revoir le modèle et revoir aussi les approches et les offres. Il me semble quand même qu'une case à 25 millions, comme je l'ai dit ici, c'est insoutenable. Il nous faut aller vers des modèles avec des approches communautaires où véritablement on peut avoir des cases à moindre coût, pour véritablement essayer de booster le taux de préscolarisation. Mais aussi d'aller vers une spécialisation pour ces gens qui interviennent au niveau de ces structures. Parce qu'aujourd'hui, on nous parle d'une formation polyvalente au niveau des CRFPE, alors qu'au niveau du préscolaire, il y a une certaine spécificité, il y a une certaine particularité. La qualité des enseignements apprentissage dans la case des tout-petits, un travail de recherche mené par Souleymane Yoro, Alioune Ndiaye et Marguerite Ndiaye Faye. Les résultats peuvent permettre d'opérationnaliser le projet de la case des tout-petits au Sénégal. En sport, football, la liste des Lions convoqués pour la rencontre amicale Sénégal-Cameroun le 16 octobre prochain va être publiée ce vendredi. Pas de chamboulement en vue selon le journaliste Hubert Mbeng. À moins de 100 jours du démarrage de la CAN en Côte d'Ivoire, il estime que l'équipe nationale se doit de faire plein de confiance. Cher Saleh Boudiara. Le sélectionneur Aliou Cissé, adepte de la continuité, la liste des Lions convoqués pour la rencontre amicale face au Cameroun du 16 octobre prochain ne va pas connaître beaucoup de nouveautés. On ne devrait pas, de mon point de vue, enregistrer de nouvelles têtes. Il se pourrait qu'un joueur comme Noah Fadiga revienne en sélection à cause de la blessure de latéraux Youssouf Sabaly et Formose Mendy. Il est également possible que le jeune Mamadou Lamine Camara de la RS Barkhane, club marocain, soit récompensé pour sa belle prestation contre le Rwanda. Est-ce que le groupe est fermé? Je ne le pense pas. Pour 26 joueurs qui vont faire le déplacement, je crois que peut-être jusqu'à 20 places sont peut-être déjà prises. Il se pourrait qu'il y ait des changements de dernière minute. Le Sénégal, champion d'Afrique, va débuter la défense de son titre dans une centaine de jours en Côte d'Ivoire, ce qui passe par plus d'efficacité en attaque comme en défense. L'édition en Côte d'Ivoire est attendue comme l'une des plus relevées de l'histoire de la compétition. Par conséquent, de mon point de vue, le Sénégal doit se bonifier. L'efficacité devant les buts est un chantier. Hormis l'attaque, il y a également le poste de gardien de but qui inquiète un peu, que ça a rapport avec les performances d'Edouard Mendy, le gardien titulaire de l'équipe nationale. En club, il ne rassure guère, il est en difficulté, lui-même le reconnaît. Et au même moment, un garçon comme Mori Diaw est particulièrement flamboyant. Au Cameroun, battu à domicile lors de leur rencontre amicale contre Algérie, les Lions doivent se racheter et retrouver de la confiance.
Et puis en basket, l'équipe nationale féminine du Sénégal connaît ses adversaires de groupe au tournoi de qualification olympique Paris 2024. Les Lionnes, vice-championnes d'Afrique, vont rencontrer les Américaines, la Belgique et le Nigeria. Des rencontres prévues à Anvers en Belgique du 8 au 11 février 2024. Le Sénégal devra terminer sur le podium pour espérer une qualification. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans un instant avec Cher Mbow de la COSIDEP pour parler éducation. À tout de suite.